Investi le 4 septembre dernier, le compteur affiche aujourd'hui les 100 premiers jours du président Ibrahim Boubacar Keïta de Kaya Kidal. Les Maliens se sont prononcés sur le bilan qu'ils trouvent à hauteur de souhait, sauf Kidal de la gestion qui est faite de cette région. Un seul titre pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous revenons ce soir sur des étapes de la tournée européenne du président de la République. À Berlin, Ibrahim Boubacar Keïta a visité le Parlement fédéral allemand et a eu des échanges avec le vice-président du Bundestag avant de procéder à une visite guidée du bâtiment abritant le Parlement fédéral. Avant cette visite du Parlement allemand, le chef de l'État avait eu une intense activité diplomatique. Plusieurs personnalités allemandes se sont succédées à l'hôtel du président. Envoyés spéciaux Oumar Moussa Traoré et Idrissa Traoré. La visite que le président Keïta a effectuée au Parlement fédéral allemand fut un rare moment d'émotion. Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale ont été soigneusement gardés en ces hauts lieux de l'histoire et de la démocratie allemande. Des vestiges qui apparaissent à travers des impacts des engins de destruction et des graffitis des premiers soldats qui avaient pu prendre possession de l'ancien Reichstag. C'est là que siège le Bundestag, autrement dit le Parlement allemand. Il est l'Assemblée parlementaire de la République fédérale d'Allemagne, assurant la représentation du peuple allemand dans son ensemble. C'est cette institution qui élit le chancelier fédéral, considéré comme le chef du gouvernement allemand. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a eu un long entretien avec le vice-président de l'institution, avant d'effectuer une visite guidée du bâtiment abritant son siège. Auparavant, le chef de l'État avait eu une intense activité diplomatique. Il avait reçu en audience successivement le docteur Guido Westerwelle, ministre fédéral des Affaires étrangères, Johannes Selle, membre du Bundestag et de l'ancien groupe d'unité avec les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, accompagné de 6 parlementaires. Le chef de l'État avait enfin reçu les consuls honoraires de la juridiction de Berlin avant de rencontrer les ambassadeurs africains accrédités en Allemagne. Les échanges au cours de cette dernière rencontre de la journée furent particulièrement fructueux. Tous ont soutenu l'action des autorités maliennes. Comme de tradition, le président de la République a rencontré les Maliens résidant à Bruxelles et Berlin. Ces derniers avaient une soif de rencontrer le chef de l'État en vue d'avoir l'information de première main sur la situation dans notre pays. Un exercice d'explication auquel Ibrahim Boubacar Keïta s'est livré volontiers. La synthèse des rencontres à Bruxelles et Berlin avec nos envoyés spéciaux. Nos compatriotes sont venus très nombreux à la rencontre du président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il s'agisse de Bruxelles ou de Berlin. Les Maliens établis dans ces deux juridictions avaient hâte de rencontrer leur président en vue d'obtenir l'information de première main sur la situation de leur pays. Une raison toute simple à cet empressement, nos compatriotes de la diaspora ont eux aussi souffert de la grave crise que vient de vivre notre pays. Les informations qui leur parviennent sont souvent tendancieuses et ne cadrent pas toujours avec la réalité des choses. Voilà qui a conduit certains de nos compatriotes à parcourir parfois plusieurs centaines de kilomètres pour être témoins de cette rencontre. Par exemple, parmi les Maliens qui sont venus à la rencontre de Berlin, certains ont quitté la Pologne, la Finlande, la Norvège, entre autres. Nos compatriotes qui se sont massivement déplacés n'ont pas été déçus. Le président Ibrahim Boubacar Keïta devait les entretenir des grandes questions de la nation et des thèmes qui lui tiennent à cœur. La lutte contre la corruption et la délinquance financière, la réconciliation nationale, la construction d'un État impartial, tous ces thèmes ont été clairement développés devant nos compatriotes de la diaspora. IBK rendra également compte de l'intense plaidoyer qu'il a fait pour le Mali auprès de ses pairs au sommet de l'Élysée et des autorités européennes. Cette démarche étant soutenue, selon le chef de l'État, par une seule volonté, celle de dire le Mali en des termes sans équivoque, laquelle démarche consacre le retour effectif de notre pays parmi les nations
qui compte sur l'arène internationale. Ce communiqué du gouvernement ce matin, samedi 14 décembre, à 6h30, un attentat terroriste a été perpétré dans la ville de Kidal au niveau du siège local de la Banque malienne de solidarité BMS. Un véhicule bourré d'explosifs a percuté la porte principale de la banque, tuant en plus du kamikaze 2 soldats sénégalais de la MINUSMA et blessant 6 autres personnes dont 5 graves, soit 3 éléments de la MINUSMA et 2 agents de la garde nationale du Mali. La déflagration du véhicule a causé des dégâts matériels très importants sur le bâtiment de la banque et endommagé 2 véhicules, un de la MINUSMA et un de la garde nationale. Le gouvernement condamne fermement cet attentat terroriste. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement du Mali présente à la MINUSMA, au gouvernement sénégalais ainsi qu'aux familles des disparus ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés qui ont été évacués sur Gao. Le gouvernement informe de l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de cet attentat qui ne lui fera pas dévier de sa mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national et de sécurisation des personnes et de leurs biens à travers tout le pays. C'était là donc un communiqué du gouvernement. Le secrétaire général de l'OCI est en visite de 3 jours dans notre pays. Cette visite de Dr Iyad bin Hamid Madani entre dans le cadre de la coopération. Arrivé hier après-midi à bord d'un vol spécial à l'aéroport international de Bamako-Sénou, le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique a été reçu ce matin en audience par le Premier ministre Garibou Pérou. 72 heures après son investiture au secrétariat général, l'ancien ministre de la Culture et de l'Information du Royaume d'Arabie Saoudite est en mission officielle dans notre pays. Dr Iyad bin Amin Madani a rencontré le ministre des Affaires étrangères pour une séance de travail avant d'être reçu par le Premier ministre. Outre les accords de solidarité et d'entraide entre les États membres de l'OCI, l'hôte du jour révèle que son organisation s'étend sur d'autres domaines comme l'économie et les actions sociales et culturelles. Important au sein de l'OCI et l'objectif de cette rencontre est d'avoir des intérêts. Il y a des besoins de développement qu'il va falloir satisfaire, des besoins de promotion aussi des États membres. Et sur cette base, comme vous le savez, un plan d'action a été élaboré et à l'exécution duquel nous accordons la plus haute importance. Et je voudrais aussi faire englober dans ce domaine la dimension culturelle, dans le cadre des échanges culturels, des échanges spirituels, des échanges entre intellectuels. Depuis sa création en 1969, l'Organisation de la coopération islamique, dont le siège est en Arabie Saoudite, regroupe aujourd'hui 57 États membres à travers le monde. Le Mali est l'un des membres fondateurs de cette organisation. Dans un cadre plus large, selon le nouveau secrétaire général, les interventions de l'OCI visent à maintenir la solidarité islamique dans le but de consolider la paix et la sécurité mondiale fondée sur la justice. Les Saoudiens à la tête du secrétariat général de cette organisation, c'est l'émergence de l'alliance des civilisations selon les responsables maliens. C'est aujourd'hui que le président de la République boucle ses 100 jours à la tête du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a été élu le 11 août 2013 et a prêté serment le 4 septembre dernier. Le chef de l'État fait face aujourd'hui à de grands défis, notamment la crise sécuritaire au nord du pays et la lutte contre la corruption et l'impunité. Sur ces 2 dossiers, les attentes des Maliens sont nombreuses. Ibrahima Traoré et son équipe ont recueilli la réaction des populations et certains des observateurs de la scène politique. Suivons leur avis. Les justiciables sont arrêtés aujourd'hui. Alors je peux dire que même celui qui a été l'auteur du coup d'État et que les Maliens disaient que l'actuel président de la République bénéficiait alors de sa faveur est aujourd'hui arrêté. Donc nous pouvons une fois encore dire que
les 100 jours de M. Ibrahim Boubacar Keïta, nous l'exhortons à persévérer davantage pour que le Mali puisse gagner davantage. Il faut obligatoirement faire tout pour avoir une solution au niveau de Kidal. Toutes les voies qui seraient nécessaires pour arrêter la rébellion. Je vois qu'il y a des juges interpellés, je vois qu'il y a des militaires interpellés, je vois qu'il y a des politiciens interpellés. C'est une bonne chose. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Il faut aller vers ce qu'il a dit au début, quand il disait que nul n'est au-dessus de la loi. Je crois vraiment qu'on tend vers cette tendance. Mais il faudrait savoir si ça va continuer ou pas. Depuis de longues années, le barreau a toujours décrié ce qui se passe au niveau de la justice, à savoir les mots qui gangrènent la justice. Il faut l'appeler par son nom, la corruption au sein du milieu judiciaire. Et bien entendu, il revient à chacun d'entre nous de mener cette lutte. Mais il faut une volonté politique affichée et affirmée. Et c'est la raison pour laquelle les derniers développements que vous avez suivis, que tous les Maliens ont suivis ces derniers temps, nous permettent d'espérer que la lutte que nous avons menée depuis de longues années, enfin, est en train de trouver son chemin. Pour le cas des magistrats, c'est assez nouveau qu'ils soient mis sous mandat de dépôt et qu'une certaine publicité soit donnée à ce mandat de dépôt. Cette publicité, elle a un sens, c'est un message adressé, si vous voulez, à tous les justiciables que nous sommes, que réellement l'État est déterminé à changer le cours des choses et le montre en frappant, si vous voulez, ceux qui sont chargés de rendre la justice. C'est nouveau et c'est encourageant, au moins pour le grand public qui était habitué à un climat d'impunité dans nombre de scandales qui ont éclaté dans ce pays. Au regard des slogans du candidat Ibeka, le bonheur des Maliens, ça c'est un combat de longue haleine. Il est difficile d'exiger des résultats tangibles au bout de 100 jours, mais pour l'honneur des Maliens, on avait besoin immédiatement de résultats. Sur les 100 jours du président Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens des régions se sont également prononcés. Tout d'abord, les Maliens des régions de Kay, Koulikoro, Sikasso et Ségou. La satisfaction est visible pour ce qui est de la réforme de l'armée, de la justice et la lutte contre la corruption. Le Mali actuellement doit aller vers un État fort. Bon, pas un État policier, d'accord, mais un État fort qui peut s'affirmer. Un État qui peut mettre les Maliens à l'aise à cause de sa justice, à cause de sa lutte contre la corruption. Et c'est ce que, à mon avis, Ibeka est en train de faire. Vraiment, les actes qu'il a posés pour un début, je peux dire que ce sont des actes positifs. Bien vrai qu'à mon avis, il pouvait encore mieux faire. Surtout concernant le problème du Nord. Bon, jusqu'à présent, je peux dire qu'il y a une sorte de statu quo qui ne satisfait pas les Maliens. Mais on ne peut pas tout brusquer. Je crois qu'il est sur la bonne voie. Si vous voyez que les populations ont voté jusqu'à 70% pour le président Ibeka, ça veut dire qu'on avait besoin de lui pour un changement. Et ce changement tarde à venir. Le problème de Kidal, moi je croyais qu'une semaine seulement, Ibeka allait prendre des décisions pour nous mettre en sécurité par rapport au problème de Kidal. Mais je crois qu'il traîne. Dès que je l'ai vu à la télé hier, je commence à avoir espoir. Parce qu'il commence à poser des actes par rapport à des situations qui nous tiennent à cœur. Par exemple, toujours le problème de Kidal, il l'a évoqué non seulement à l'extérieur quand il est allé à la conférence, il l'a évoqué hier soir à la télé aussi. Donc il commence à être ferme comme Ibeka, on l'avait cru. Ce n'était pas un pari gagné. Des actes qui ont été posés. Même demain, on se pose la question. C'est très osé de la part du président de la République. Et les 100 jours qui viennent de passer à la tête du pays nous montrent que le Mali a un avenir meilleur avec ce président. Les Maliens ne se sont pas trompés. Durant ces 100 premiers jours, alors c'est qu'il y a eu une relative accalmie. Une relative accalmie, et au moins au sud du pays.
Bon, mais malheur est de constater que au nord, les inquiétudes persistent. Donc, est-ce que en 100 jours, on pouvait venir à bout de ces lourds défis? Je ne pense pas. Et cependant, je pense que ces 100 jours alors ouvrent néanmoins la lueur d'espoir. Je pense que le président il a fait un grand pas. Bon, quand même, jusqu'à présent, nous sommes un peu inquiets par rapport à la justice, mais nous avons l'espoir que, Inch'Allah, ça va aller. Nous avons cet espoir parce que toujours, donnons-lui encore le temps pour que la situation, nous savons que très bien la situation va s'arranger, Inch'Allah. Bon, moi je pense que pour le moment, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. Sur la justice d'abord, nous voyons effectivement que les choses démarrent, puisque avec ce qui a été engagé déjà, ça c'est une très bonne chose. Donc l'assainissement des finances des villes, et surtout l'urbanisation de la ville, parce que j'insiste dans ce domaine également, je crois qu'on est en train de faire un pas sérieux dans ce sens. Donc les 100 jours en tout cas pour le moment, moi je pense que c'est appréciable. Là où nous sommes, nous avons quand même vu quelques actions de sa part qui donnent quand même confiance à l'avenir, parce que surtout avec sa politique de zéro, tolérance zéro, nul n'est au-dessus de la loi, ça promet quand même à la jeunesse malienne de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut un État fort. Et il faut agir dans ce sens, il faut respecter la chose publique. Au niveau de la réconciliation, en posant déjà un acte comme la création des ministères chargés de la réconciliation et du développement du Nord, les Maliens se fondent sur l'ambition que le président de la République a pour que les Maliens puissent se rassembler dans une nation séculaire. La grande insécurité qui est vers le Nord, à mon avis, est en train de trouver sa solution. Vu récemment sa mission dans les pays européens, surtout le franc-parler qu'il a fait en France à l'endroit des dirigeants français, prouve qu'il est engagé pour amener la sécurité au sein de ce pays. Par rapport à la corruption, les événements récents aujourd'hui prouvent que le changement véritable est en train de venir et que le changement véritable se fera. Si l'élan qu'il a entrepris aujourd'hui, s'il reste dans cet élan, je pense que le changement va venir. Pour le moment, moi, je préfère me réserver. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que je considère qu'il n'a pas fait un grand temps. Pour moi, il y a un progrès. Bien que peut-être il y a des insuffisances. Certaines couches pensent qu'il n'a rien fait. Non. Ibeka n'est pas un dieu. C'est un être humain comme toi et moi. Il n'est pas non plus venu avec un capital de sa famille. Et c'est nous qui avons dit qu'on fait confiance à Ibrahim Boubacar Keïta, on l'a choisi parmi tant d'autres. Son record a été exceptionnel à la République du Mali, depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Il ne peut pas, lui seul, d'un coup de bagon magique, redresser le Mali. C'est nous qui le supportons. C'est nous qui devenons ses supports, ses piliers, par notre soutien constant de tous les jours. Nous, en tant que Maliens qui l'avons élu, aussi bien que la communauté internationale. Je crois que cet homme, il est sincère. Pour le moment, 100 jours, ce n'est rien. Ce qu'il est en train de faire, s'il continue comme ça, dans les jours à venir, il faudra avoir un meilleur résultat. Pour ceux qui sont instruits, tout le monde sait que 100 jours de pouvoir, on ne peut pas tout gérer dans les 100 jours. Voilà. Ce que je vois quand même, il n'y a pas de problème pour le moment. Jamana Sariako Tabolo Fanfelala, a prévu Baïra. Parce que Nimbaïra Hal Fantauna, vraiment, Maintenant, partons à Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Dans ces régions, l'accent a été mis sur le retour de la paix, même si elle est encore fragile. Rien vu d'abord, mais peut-être dans l'avenir. C'est tout ce que moi j'ai à dire. La situation du Mali est vraiment dure pour le moment. Donc, il a trouvé que tout est pêle-mêle. D'un seul coup, apprécier quelqu'un, c'est difficile. Donc on doit se patienter et voir et attendre le résultat de son pouvoir. Pour 100 jours, il est difficile d'apprécier réellement ce qu'il a fait. Il est difficile et je pense que l'espoir est en train de naître
Et nous attendons de lui, pendant ces prochains jours, pendant ces prochains mois, pendant ces prochaines années, beaucoup de réalisations dans les promesses qu'il a tenues pour les Maliens. Surtout la sécurité au nord. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le nord là. Bon, jusqu'à présent, le nord quand même, les Maliens n'ont pas eu beaucoup de satisfaction d'abord. On peut espérer. Le pouvoir, c'est toujours comme ça. Bon, il y a des hauts et des bas. Alors donc, nous espérons vraiment que il est dans la légalité des choses et nous y croyons très sincèrement. Pour moi, il a fait des actes pour lutter contre la corruption d'abord. Il a fait beaucoup de choses quand même vraiment. Il faut reconnaître. La réconciliation, ça vient aussi tout doucement, mais seulement je pense que les gens ont vraiment besoin de parler entre eux, parce que quand on parle de ces assises-là, de forum et de réconciliation, je pense qu'il faut partir à la base. Il faut toucher d'abord les communautés, et même qui sont vraiment intéressées, les intéressés même, j'allais dire, les communautés de base qui sont dans les villages, dans les hameaux, avant de venir vraiment dans la grande ville. Parce que déjà, dans la grande ville, je pense que tout va bien, et chacun connaît qui est qui, et c'est très facile de se réconcilier entre nous-mêmes. Mais c'est dans les villages... On n'a pas vu d'abord le retour de l'administration, ce n'est pas là. On demandait aux enseignants d'aller en bourse, il n'y a pas l'administration. Hein? Les enseignants, la plupart des enseignants qui sont partis aussi, la majorité n'a pas de retour encore. Hein? Pourquoi tout ça là? Voilà le côté négatif là. Sinon vraiment son arrivée c'est salutaire et on s'attendait à beaucoup de choses. Voilà. J'étais étonné d'entendre l'autre jour seulement que le Mali occupe la 3e position après le Niger et le Cameroun en Afrique en termes de pays corrompus. C'est malheureux, mais c'est là qu'il doit vraiment mettre le paquet. Pour la justice, il y a des choses positives, telles que l'arrestation de Sanogo. Mais il y a des choses aussi qui nous froissent, telles que les rebelles qui n'ont pas été jugés. Donc pour moi, il faut les juger. Pour l'avancée de la paix, c'est très très nécessaire. Sinon d'autres reprendront tant que ce serait des fautes impunies. Je vois que les choses commencent à s'améliorer. Parce que là où les juges même ont été arrêtés par rapport à la lutte contre la délinquance financière, ça c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'on est en train d'avancer. Il faut que les Maliens lui donnent au moins un peu de temps. 3 mois c'est vraiment peu pour un bosseur. Donc il faut vraiment la penser. Si Ibeka continue comme ça va aller Inch'Allah. Vraiment ça va un peu pour le moment. Puisque pour un début, voilà, il n'a fait que 3 mois d'abord. Donc ça c'est le début du commencement. Moi je dirais qu'il est en train de travailler parce qu'on voit que on voit qu'il fait des déplacements toujours pour la paix et le Mali. J'ai vu vraiment un grand changement parce que les gens sont en train de revenir. Il y a le calme avec les forces armées, MINUSMA et l'armée malienne. Il y a une sécurité totale ici, je peux le dire, je peux le confirmer à Tombouctou aujourd'hui. Je crois qu'il avait mené un changement consolidé, un changement pérennisé, conduit dans le sens positif. Surtout en ces temps où notre pays vraiment a été secoué par des perturbations. Aujourd'hui, grâce vraiment aux efforts qu'il avait menés, nous sommes là au lycée, nous étudions et nous espérons vraiment couler probablement des jours heureux et renaîtrons de nos cendres dans les jours à venir. Avec lui, nous avions fondé quand même beaucoup d'espoir. Ce n'est pas pour rien que tous les Maliens pratiquement ont voté pour lui parce que nous avons estimé qu'il était capable quand même de redresser ce pays-là qui, Dieu seul sait, rien ne va plus là-dedans. La situation du Nord, qu'on le veuille ou pas, ça commence à aller parce que le problème de Kidal, parce que nous, on a été libérés certes, mais Kidal a des problèmes. Et ces interventions par rapport à ce lieu-là, vraiment, ça nous rassure. Tombouctou a créé l'an de commerce. Depuis vraiment le retour de la paix, toutes les activités au niveau de Tombouctou se font autour du commerce. Le commerce est généralement exercé par les Arabes. Les Arabes de Salam qui ne veulent que la paix, qui ne vivent que pour la paix et qui font tout pour la paix. Parce que avant, nous on partait à Taoudeni, à dos de chameau. Et maintenant, Dieu merci, on a des véhicules qui peuvent raccourcir le trajet. Et tout le monde fait son travail comme il se doit, sans problème. Si ça continue comme ça, là, l'espoir, on a de l'espoir. Parce que maintenant, il y a les marchandises qui viennent ici et les gens bougent. Avant ça, il n'y avait rien, absolument rien. Il y a que à peu près un mois
que les gens commencent à dormir chez eux. Maintenant, là, vraiment, ça va. On n'a rien à envier aux autres villes aujourd'hui. Alhamdulillah. Nous avons quand même constaté un certain nombre de réalisations. Les élections sont bien débutées dans les bonnes conditions. Les conditions sécuritaires ont été à la hauteur des opérations, des événements. Donc nous sommes là en train de constater aussi que la rentrée scolaire au niveau de la région de Kidal bat son plein. Il reste beaucoup de choses sur le plan administratif à faire. Les locaux sont en réhabilitation, donc je crois que beaucoup de choses encore vont venir à bout du temps. Tu es satisfait des 100 jours là? Bon, effectivement, pour le moment, la satisfaction, quand même, il y a beaucoup de satisfaction pour le moment et je suis optimiste encore. Selon moi, le président aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup de temps. Selon le temps qu'il a eu, bon, il a vraiment fait ce qu'il peut. Les élections aussi ont été bien passées. Selon les plans administratifs, il y a aussi les locaux qui sont en train de construire. Et malgré le temps qu'il n'a pas eu aussi, vraiment, nous souhaitons qu'il va faire aussi du mieux pour la région. Je suis très contente car en si peu de temps, Ibeka a assis les bases de développement du Mali. Son gouvernement est constitué d'hommes, de femmes qui aiment le développement du Mali. Or, qui dit développement cherche la paix, la sécurité grâce à leur patience. Ils ont pu organiser les élections ici à Kidal. Par exemple, les bâtiments administratifs libérés, la radio, la télévision sont acceptés. Vous avez, le Mali était trop gâté. Ce n'est pas en 3 mois qu'on redresse ce pays. Je souhaite vraiment la paix dans la région de Kidal. C'est pourquoi à Kidal, Ibeka et son équipe doivent régler le problème d'insécurité à Kidal. Sinon, Kidal ne serait jamais développé. L'école aussi est fermée. Les enfants des pauvres sont encore à la maison, dans la rue. Depuis l'arrivée de Ibeka au pouvoir, le Mali a eu un bon chemin pour démarrer son développement. Nous qui sommes à Kidal, nous sommes pressés car nous sommes en insécurité. On doit ouvrir l'école le plus vite que possible. Sinon, c'est pas bon. Restons à Kidal. Après plus de 2 ans d'absence, les signaux de la télévision et de la radio nationale sont maintenant captés dans la région grâce à une équipe d'ingénieurs en mission dans la région. Après d'intenses travaux au centre TV-FM et à la station régionale, cette équipe est parvenue à mettre en marche le groupe électrogène, les émetteurs radio et TV. Cet acquis a été largement salué par la population. Reportage Kidal, Tchemoko Sagara et Sidi Kibalo. Peut changer la vie et l'a fait dans le... L'absence de la télévision et de la radio nationale du Mali est désormais un triste souvenir dans la région de Kidal. La radio nationale est captée à Kidal, tout comme les images de la télévision nationale. Cela grâce à une équipe d'ingénieurs qui a réalisé un travail de fourmi au niveau du centre TV-FM et à la station régionale de l'ORTM Kidal. Ici, les travaux sont axés surtout sur le groupe électrogène, les émetteurs et l'état des lieux après le passage des groupes armés. C'est une ouverture aujourd'hui pour nous à Kidal d'écouter la radio nationale et puis la télévision nationale. Donc on n'aura plus besoin d'antennes paraboliques pour essayer de voir la télévision nationale. À ce jour, les émissions de la station régionale ne sont pas fournies, mais sa fréquence, c'est-à-dire la 97.5 MHz, permet aux populations de Kidal de suivre les émissions de la radio nationale diffusées en français et dans toutes les langues nationales du Mali, dont le tamashek et l'arabe. Extrêmement médiatique qui permet à un individu et à un autre de savoir et de comprendre, de recevoir des informations et des images est très utile pour la population. C'était très longtemps que les gens attendaient les images du Mali. Et aujourd'hui, en direct, les gens ont les images du Mali à Kidal. Parce qu'avant ça, tout le monde regardait le Mali à travers les antennes paraboliques. Et ce n'est pas n'importe qui a les moyens pour payer ces antennes paraboliques.
Et aujourd'hui, si les gens ont directement les images du Mali à partir des antennes simples, c'est une fierté pour moi et j'en félicite beaucoup leur thème. Quant à la radio aussi, on écoute la radio 5 sur 5. Dans les familles, la joie est encore plus grande car selon les membres de cette famille, la radio et la télévision constituent une véritable vitrine d'un pays et une référence pour les élèves. L'actualité sur un autre chapitre avec l'inauguration prochaine de la centrale hydroélectrique de Felou et celle de Gouina. La société de gestion de l'électricité de Manantali disposera de 200 MW pour porter sa capacité à 500 MW, ce qui devrait lui permettre de faire face au déficit en électricité dans les États membres de l'OMVS. Pour le directeur général de la SOGEM, la réalisation de ces ouvrages de seconde génération s'inscrit dans le cadre de l'accroissement de la production d'énergie. Nous écoutons Cheikh Ould Beda, il est au micro de Mamari Koné. La SOGEM, en tant qu'organe opérationnel de l'OMVS en matière d'énergie, est chargée de produire et de transporter l'énergie afin de satisfaire les besoins de nos populations dans les différents pays de l'espace OMVS. Et à cet effet, elle gère aujourd'hui la centrale de Manantali, une centrale de 200 mégas, dont aujourd'hui la situation est très particulière. Au bout de 3 ans, nous aurons pratiquement une puissance installée qui avoisine les 500 mégawatts, avec un productible qui est aussi autour de 1600 gigawattheures par an. Ceci aussi va s'accompagner du développement du réseau de transport hydroélectrique, le transport de cette énergie hydroélectrique, car aujourd'hui nous gérons un réseau de 1750 km. Il est d'ailleurs le plus important au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous envisageons aussi des extensions sensibles de ces réseaux qui vont nous permettre de facilement accéder aux endroits où la desserte n'a pas été suffisamment développée auparavant. Vous comprenez aussi que cela va contribuer sensiblement au développement économique dans ces régions de développement de réseaux de transport électrique. Vous savez, les besoins en énergie, c'est des besoins croissants. Nous pouvons dire que cela contribuera sensiblement à améliorer la situation énergétique dans nos pays, et particulièrement en matière d'équilibre budgétaire pour les différentes entreprises d'électricité dans nos pays, parce que c'est l'énergie à base de l'hydraulique, c'est une énergie de bon marché, où le prix du kilowattheure est véritablement l'un des moins importants en matière de sources énergétiques actuellement. Ceci certainement va être accompagné aussi de la mise en service des centrales importantes au niveau de la sous-région. Je citerai par exemple ici la centrale à charbon au niveau du Sénégal, mais aussi la centrale à gaz en Mauritanie. L'inauguration de la centrale hydroélectrique de Felou dans la région de Caille aura lieu mardi prochain en présence des chefs d'État membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Fin cet après-midi du colloque sous-régional de haut niveau sur la criminalité transnationale. Une panoplie de recommandations a sanctionné ces assises de 3 jours qui ont réuni les procureurs d'Afrique de l'Ouest et francophones pour mener une lutte farouche contre les criminels. Les procureurs recommandent l'élaboration des mandats ouest-africains contre les criminels et autres terroristes. Mohamed Jarrah. À
En arrivant à Bamako, les procureurs francophones de l'Afrique de l'Ouest avaient à cœur de mettre en place un arsenal juridique efficace pour lutter contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Et conformément à cet esprit, des tables rondes ont été organisées pour revisiter tous les accords que les pays africains ont signés. Et désormais, la coopération internationale en matière pénale est en marche afin de mettre un frein aux ambitions démesurées des terroristes. Mais pour parvenir à une meilleure exécution de cette décision, les procureurs recommandent l'adoption d'un texte unique qui fédère les principaux instruments régionaux et sous-régionaux existants. Réfléchir aux possibilités, aux modalités et au périmètre d'un mandat d'arrêt ouest africain. Harmoniser les législations nationales. Adapter les législations afin de prévoir des régimes dérogatoires aux droits communs pour le traitement de la criminalité organisée. Ces recommandations pourraient avoir les effets escomptés à condition que les acteurs montrent le bon exemple, d'où cet appel du secrétaire général du département de la justice. L'ambition des plus hautes autorités, c'est de parvenir à une justice assainie dans l'intérêt du peuple malien tout entier, au nom duquel elle est rendue. En effet, pour pouvoir punir ou sanctionner les autres, il faut que ceux en charge de cette mission soient eux-mêmes au-dessus de tout soupçon. Selon Bouya Dambélé, le Mali est sur cette voie, en témoignent les récentes arrestations au niveau de l'appareil judiciaire. Les récentes poursuites engagées à l'encontre de certains magistrats, greffiers ou clercs d'huissier participent de cela. Ce n'est point une chasse aux sorcières, mais c'est simplement une application de la loi. À l'issue des travaux, des motions de remerciement ont été adressées aux autorités maliennes, à l'Organisation internationale de la francophonie et à l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones pour leur attachement à la démocratie et à l'état de droit. Rendez-vous est pris pour 2014 pour l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de Bamako. Qu'est-ce que la rencontre de Bamako a bien pu apporter à la justice malienne? Yaya Konaté a posé la question au président et au secrétaire général de l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones. Nous les écoutons. C'est une démarche de coopération internationale, donc ça veut dire que chaque pays doit avoir une structure qui lui permet d'apporter des réponses à son niveau. Donc il faut que le Mali, bien sûr, reconstruise les instruments de cette action à la fois policière et judiciaire pour lutter contre les crimes et contre les trafics. C'est un préalable indispensable. Mais ce n'est pas suffisant parce que si les délinquants, les criminels se réfugient à l'étranger, il faut qu'on puisse obtenir que le Mali puisse obtenir une coopération bien adaptée et rapide et efficace de la part de ses voisins ou même d'ailleurs beaucoup plus largement. Mais là nous parlons de la région. Donc il faut pour cela qu'on mette sur pied des systèmes où on a bien sûr un cadre juridique formel, mais il y a déjà ce cadre. Il y a des conventions internationales, il y a des conventions bilatérales entre les différents pays. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est mettre en œuvre tout cela. Ça suppose que les procureurs et les policiers se connaissent. Ça a été extrêmement riche, ce colloque, pendant 3 jours, avec des policiers et des procureurs qui vraiment ont beaucoup participé et ont manifesté un souci de se connaître précisément et de développer des réactions très rapides, plus rapides, moins de papier si vous voulez, plus de flexibilité et d'efficacité dans les réponses. Dans le contexte actuel, elle permettra d'abord d'assumer l'indépendance des services de poursuite et ensuite de crier haut et fort la nécessaire collaboration entre les partenaires régionaux dans la recherche de solutions rapides et efficaces d'échange d'informations dans la poursuite des délinquants. Alors en ce moment, on convient que c'est la grande chose. Alors il faut aussi, et peut-être pas dans l'immédiat, discuter des législations que nous avons,
qui nous permettent de combattre la criminalité. Évidemment, changer une législation, ça prend un peu de temps, mais les paramètres de coopération, ça, on peut les installer. Alors ici, ça a été le moment d'augmenter la solidarité entre les partenaires régionaux et internationaux et de souder notre coopération. Et je pense que ça va se traduire très rapidement sur des impacts sur la capacité des services de poursuite maliens à répondre aux crimes qui ont été commis. Restons dans le domaine de la justice avec ce face-à-face du ministre de la Justice devant les directeurs de publication. Maître Mohamed Ali Bachili était donc le deuxième invité des directeurs de publication. Par rapport aux arrestations des 6 magistrats et Amadou Aya Sanogo, le ministre a expliqué que seuls les juges peuvent qualifier les faits selon leur découverte. Nous retrouvons Moïse Traoré. L'invité de la deuxième édition du Forum des directeurs de publication est le premier responsable du département de la justice. Plusieurs sujets brûlants sont évoqués. Comme dans le cas de l'arrestation du général Amadou Aya Sanogo, la qualification des faits revient au seul juge. Une instruction, tout le monde sait que ça se développe, ça se construit. Et donc c'est les faits qui commandent l'instruction. C'est les faits qui commandent l'évolution de la procédure. Donc si les faits ont évolué, la procédure s'ajuste. La lutte contre la corruption passe par l'assainissement du corps de la justice. Il a été question de justice transitionnelle qui, selon le panéliste, ne peut aboutir sans écoute des victimes réfugiées dans les pays voisins. Quant aux critères de mutation des magistrats, Maître Batili se demande s'il n'y a pas incompatibilité que des syndicalistes siègent au sein du Conseil supérieur de la magistrature qui décide des affectations. Pour faire bref, la réforme judiciaire prendra en compte le recouvrement des amendes et l'actualisation de la formation des magistrats. Législative de demain, le réseau ONG d'appui au processus électoral a animé une conférence de presse. À travers cette rencontre, les responsables du réseau ont informé les hommes et femmes des médias sur les dispositions entreprises pour la réussite du deuxième tour des législatives. Nous retrouvons le point de Abdrahman Meiga. À ce second tour des élections législatives, le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali continuera à assister le gouvernement pour la réussite du processus électoral. Cet appui concernera la mobilisation de 3300 observateurs sur le terrain. Ces agents vont, à travers le pôle d'observation électorale citoyenne, envoyer des renseignements sur le déroulement du vote. Ce système importé des pays voisins permet aux experts d'accéder en temps réel aux informations sur le déroulement du processus. Pour le premier tour des élections législatives, nous avons déployé 3700 observateurs sur le terrain. Et pour le deuxième tour des élections législatives, tout le monde sait qu'il y a des circonscriptions qui ont été remportées dès le premier tour. Donc dans la région de Kidal, nous n'aurons pas d'observateurs. Cela fait que nous avons réduit le nombre d'observateurs. Actuellement, nous sommes dans la fourchette de 3300 observateurs sur le terrain, qui sont bien sûr encadrés par 200 superviseurs, coordinateurs et points focaux. Avec ce processus et grâce à la plateforme MaliVote, les experts peuvent directement orienter les autorités sur les irrégularités constatées lors du processus. Les informations concernent l'ouverture des bureaux de vote, le taux de participation, le dépouillement et les violences ou les achats de conscience et autres intimidations constatées sur les lieux de vote. Au cours de la rencontre, la presse a également pris connaissance de certaines informations relatives au premier tour des législatives du 24 novembre dernier. Parmi ces éclairages, des recommandations formulées. Elles ont pour but de permettre à notre pays de réussir des élections libres, crédibles et apaisées. Le taux de participation pour ce deuxième tour intéresse les organisations et associations du Mali. Elles ont animé cette semaine une campagne de sensibilisation pour mobiliser le maximum d'électeurs pour le second tour donc de demain. Ces différentes activités de sensibilisation résumées et commentées par Mamourou Sidibé. Le groupe pivot et citoyenneté des femmes décide d'inverser la tendance du taux de participation du premier tour. Elle vient d'initier une grande rencontre de sensibilisation des femmes du district de Bamako. Le sens du vote et l'utilisation de l'encre indélébile ont dominé les débats. Pour les initiatrices, chaque femme présente est un relais sûr pour porter loin le message de la mobilisation.
Dans le cadre de la participation de la femme au deuxième tour des législatives, la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali a organisé ce vendredi une soirée dédiée au vote. C'était au CICB en présence d'organisations féminines et de la société civile. Le but est de chercher l'augmentation prochaine du nombre de femmes députées. Dans la mouvance de taux de participation législative, le syndicat des commerçants détaillants du Mali, Sinacodem, mobilise ses militants et sympathisants pour le second tour. C'était au cours d'une rencontre ce vendredi à Niamakoro, ancien marché. Le Sinacodem entend œuvrer pour l'atteinte d'au moins 50% de participation à ce scrutin de dimanche. Les Sofa de la République ont tenu un point de presse mardi dernier au carrefour des Jeunes de Bamako. Objectif, annoncer la fin d'une étape de la campagne de sensibilisation autour du thème « Ma carte d'électeur, mon arme ». Il s'agissait lors de cette campagne d'informer et de sensibiliser les jeunes en âge de voter, de comprendre les enjeux du vote afin de faire le bon choix. La région de Tombouctou est fin prête pour le second tour des législatives. Les agents, matériels et autres documents électoraux sont acheminés sur le terrain. Près de 300 000 électeurs doivent élire 6 députés. Sur le plan sécuritaire, les forces armées du Mali, l'amunissement et l'opération Serval sont toutes mobilisées. Les moyens aériens et terrestres sont déployés. Législative deuxième tour, à quoi que le taux de participation des femmes, c'est l'objectif d'une rencontre qui s'est déroulée mardi à 100. Cette rencontre, initiée par le département en charge de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant et ses partenaires, a regroupé les femmes mais aussi les autorités de 100. La participation accrue des femmes et des jeunes de la circonscription électorale de Sikasso au second tour des législatives, le sujet était au centre d'une campagne de sensibilisation. C'est une initiative de la Direction régionale de la promotion de la femme pour booster le taux de participation de cette couche numériquement importante. Plus de 1000 nouveaux soldats dans les rangs des forces armées et de sécurité de notre pays. Ces jeunes soldats ont été présentés au drapeau devant le chef d'état-major général des armées et le gouverneur de la région de Ségou. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Mariam Sagara et Alou B. Kone. C'est ce jour 13 décembre 2013 que ces 676 recrues donnent leur sang pour la défense de la patrie devant le drapeau. Cet engagement est aussi une soumission à la nation sans hésitation ni murmure pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Les 1000 engagés volontaires ont reçu une formation technique et tactique sous la commande d'un officier combattant farouche de première ligne contre les djihadistes à Kidal en 2011. Son ambition, donner aux forces armées maliennes des soldats capables de faire face aux ennemis les plus redoutables. Le centre a ouvert ses portes le 19 juin 2013 avec 1000 recrues. Je peux vous dire que l'objectif est atteint. Pour preuve, le centre a remis le 3 octobre 2013 400 recrues à l'armée de terre pour rentrer dans la composition du groupement tactique interarmé baptisé SIGI. Cette ambition est aussi celle du chef suprême des armées. Vous venez de prendre l'engagement, actuellement l'obligation de vous conformer aux lois de la République, de respecter les citoyens maliens qui est votre mandat, qui vous a légué une parcelle de son pouvoir et vous appartient d'exercer cette parcelle avec parcimonie, avec humilité, retenue, mais avec fermeté et impartialité. Vous devez servir avec loyauté et dévouement. Vous allez honorer le drapeau emblème de la nation. Vous allez proscrire tout acte, tout propos, toute attitude ou comportement contraire à l'intérêt national, à l'éthique ou à déontologie, et vous serez tenu personnellement responsable de tout acte que vous poserez à l'encontre de ces dispositions. Je souhaite réitérer mon appréciation à l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée pour nous avoir fait confiance afin de contribuer à la formation initiale de leurs agents. Le chef d'état-major général des armées a saisi cette occasion pour rappeler à tous les militaires que la cohésion au sein de l'armée malienne illustre sa victoire sur un théâtre d'opération.
Ces principes, selon lui, sont basés sur les rudiments de connaissances qui forgent l'esprit d'équipe et donnent la force au collectif des militaires. Un acte indispensable pour les futures missions. Pour lui, la discipline sera désormais de rigueur en tout lieu et en tout temps afin de répondre aux idéaux du chef suprême des armées. Lancement ce matin ici à Bamako de la seconde phase de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Plus de 7000 filles âgées de 9 à 13 ans sont concernées par cette campagne. Nous retrouvons Ramata Konate. Le second passage du vaccin Gardasil concerne plus de 7000 filles âgées de 9 à 13 ans. Ce vaccin vise à prévenir le cancer du col de l'utérus chez ces cibles. Pour atteindre cet objectif, il faut administrer 3 doses suivant un calendrier particulier. Les deuxième et troisième doses devront respectivement être injectées 2 mois et 6 mois après la première dose. Pour le respect de ce calendrier, l'implication des leaders communautaires et des parents est nécessaire. Au dire des spécialistes de la santé, le cancer du col de l'utérus tue dans le monde plus de 200 000 femmes par an. Pourtant, il existe des moyens pour venir à bout de cette maladie. Le premier, c'est la prévention. Vaccinez-vous. Faites vacciner les filles. Le deuxième, c'est le dépistage chez les grandes personnes. Pour l'instant, le district de Bamako et la commune rurale de Narena sont les zones couvertes par cette campagne. Des actions sont en cours pour couvrir tout le pays. Les dispositions ont été prises pour que dans les temps à venir, ce vaccin puisse être administré gratuitement à l'ensemble de la population. Les démarches ont été entreprises avec nos partenaires et je pense que les perspectives sont bonnes. À titre de rappel, la première phase de cette vaccination s'est déroulée il y a 14 mois. Elle a permis de vacciner environ 4000 filles de 9 à 13 ans. La salle de conférence du Conseil national du patronat du Mali a abrité la première assemblée nationale de l'ordre des architectes du Mali, exercice 2013-2015. C'était ce matin le compte-rendu des activités menées par le bureau et la présentation du plan d'action était inscrit à l'ordre du jour, nous dit Moussa Fane. Cette première assemblée générale ordinaire de l'ordre des architectes du Mali, exercice 2013-2015, est une occasion pour les responsables du bureau de faire le compte rendu des activités menées et de procéder à la présentation du plan d'action. Il s'agit aussi de débattre de façon constructive des problèmes auxquels est confronté le Conseil de l'ordre des architectes. Les professionnels du secteur des bâtiments entendent relever les défis. Les professions d'architectes, d'ingénieurs conseils, d'urbanistes et de géomètres experts s'imposent aujourd'hui comme des véritables leviers et support pour la transformation de notre environnement physique. L'effondrement des immeubles à Bamako nous interpelle et nous met face à notre responsabilité. C'est l'architecture qui marque l'identité du Mali. Il y a des valeurs sûres de l'architecture qui doivent être transmises aux générations futures par les styles de construction. Je pense par exemple aux logements sociaux qui sont en train de se faire. Le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville a assuré les uns et les autres de l'accompagnement de son département. Le département de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville est tout à fait déterminé aujourd'hui à vous accompagner. Ce département est conscient vraiment des enjeux, de ce que vous représentez pour ce pays. Des missions aussi qui sont assignées à ce département qui est aujourd'hui de promouvoir le développement urbain. Vous jouez un rôle extrêmement important là-dedans. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire des architectes qui nous ont quittés il y a peu. De la culture dans ce journal, Tanini Bougou, autrement dit la cité de ceux qui cherchent le pain quotidien. Alors vaille que vaille, le nouveau côté bas de la compagnie Blomba a été présenté hier soir par Wokloni Studio en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. C'était à la faveur des spectacles théâtraux qui avaient pour cadre le Centre international de conférences de Bamako. Retour sur cette soirée de rire de près de 2 heures de temps, nous dit Modibo Soirée. Excellence, monsieur le maire,
La représentation de cette pièce satirique intitulée Tanyini Mboukou s'inscrit dans le cadre de la série d'activités menées par AFS pour sensibiliser la population sur l'importance de son implication dans le choix des dirigeants ou des élus. Nous travaillons pour la promotion des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous voulons mobiliser la population à participer massivement aux élections, comme par exemple on a vu lors de la présidentielle, et nous souhaitons voir la même chose pour les législatives. Par conséquent, nous utilisons les divertissements pour donner des leçons de démocratie aux populations. Dans cette pièce, le maire de Tanyini Mboukou est un cadre supérieur de son État et très proche des citoyens. Mais il a l'esprit fort occupé par un sport bien connu, le Tanyini, la chasse à l'argent. Avec son acolyte Babli, il complote de liquider Tanyini Mboukou et de partager la recette avec tous les citoyens. Au finish, Gimba, le maire de Tanyini Mboukou, et son complice arrivent à leur fin sans difficulté. Ils ont trouvé preneur. Tanyini Mboukou est soldé, terrain vierge est viabilisé, mosquée, cimetière, place publique, église, école, route, même la mairie, tout y passe. Ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est que ça parle de la société. On retrouve ce qui se passe réellement, en fait, et je pense que c'est une très très bonne leçon de morale, et j'espère que les gens, en sortant d'ici, vont plus réfléchir encore, et que c'est le pays qui importe le plus, et non pas l'intérêt personnel. Avec tous les arguments qu'ils ont mis, c'est un message qu'on lance à tout le monde d'aller voter. Ces nouveaux spectacles style Koteba retracent donc notre vie au quotidien, l'environnement dans lequel nous vivons. Bref, la pièce nous invite surtout à une réflexion sur la vie citoyenne dans un contexte particulier. On rit, mais en fait, au fond, on apprend aussi et on se remet en question soi-même. Je pense que c'est très important. Vivement que l'ensemble des électeurs puissent voir ce spectacle-là, puissent s'en inspirer pour que la gouvernance puisse s'améliorer dans notre pays. Au moment où on est engagé dans la consolidation des institutions de la République à travers des élections apaisées et crédibles, il est important qu'on ait des programmes du genre pour sensibiliser et informer l'électeur par rapport aux enjeux, par rapport au mode de vote et par rapport à comment renforcer la démocratie. Tanyini Mboukou, à l'instar des autres Koteba, est un mécanisme social en forme de satire collective traditionnelle joué sur le mode burlesque dans les villages de l'ère Mandinka. La pièce Tanyini Mboukou sera présentée dans une trentaine de cercles du Mali avant d'aller à la conquête des Maliens de la diaspora. Ultime hommage de la nation à l'ethnologue Youssouf Tata Cissé, décédé mardi dernier à Paris. Les obsèques ont eu lieu cet après-midi à Kinzambougou au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Culture. Les autorités, d'autres autorités, ses camarades ont salué son patriotisme, son sens élevé du devoir qui ont fait de lui la fierté du Mali à travers le monde. Lamine Tchekoura Koulibaly. Le désir de l'homme, son amour sont hélas de bien peu de poids par rapport à la volonté de Dieu Tout-Puissant. Youssouf Tata Cissé, on le savait souffrant depuis de longs mois. Les vœux des proches, amis et collègues d'ici, d'Afrique et d'ailleurs, pour le garder longtemps parmi eux, sont demeurés vains. La maladie était devenue trop forte, il s'est donc éteint le mardi 10 décembre. La nation reconnaissante lui a rendu un ultime hommage cet après-midi. Patriote engagé, homme de culture au talent sans limite et de conviction, intègre loyal, M. Cissé a un sens élevé du devoir qui fait la fierté du Mali à travers le monde. Ceux qui l'ont approché gardent de lui l'image d'un homme vrai, droit, pour qui l'existence ne fut qu'une longue quête et de partage du savoir. Youssouf Tata Cissé a terminé sa carrière au plus haut sommet académique. Il est médaillé d'honneur du Centre national de la recherche scientifique de France. Il est officier de la Légion d'honneur de France. Il est bien entendu officier de l'ordre national du Mali. Ici, c'est. Tu as amplement mérité toutes ces distinctions. Que seraient les études mandingues, les études maliennes sans toi? Nous sommes nombreux à avoir été à tes côtés à certains moments et à avoir rêvé, à avoir imaginé de te voir dans un projet qui puisse te donner les moyens, les ressources, les espaces, les supports, les tremplins, afin que tu t'adresses à des cercles encore plus élargis. Car c'est la vocation des monuments humains comme toi,
de dispenser leur savoir au sein et en dehors de l'école, comme un grand Karamoko. Car tu étais à toi tout seul une université vivante qui enseignait la connaissance de soi, en décryptant à merveille l'onomastique et la trame complexe des processus migratoires et de peuplement du Sahel. Youssouf Tata Cissé a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le Mali. Telle est la leçon à retenir de sa vie. Je suis en ces lieux plein d'espoir et rassuré que la relève est assurée, en ce sens que de nombreux témoignages nous signifient que l'œuvre de Youssouf Tata Cissé n'aura pas été vaine et que non seulement elle sera poursuivie, mais renforcée au grand bonheur de la recherche scientifique. Grâce à ces travaux et bien sûr à d'autres travaux, d'autres pionniers comme Amadou Hampâté-Bâ, des peuples africains auxquels on refusait d'être entrés dans l'histoire pour n'avoir pas connu l'écriture, ont vu leur civilisation reconnue par la communauté scientifique mondiale. Pour cela et pour ses qualités sociales, ne lui faisons pas l'affront de notre peine, soulignent ses amis et camarades. Bénissons plutôt la chance que nous avons eue de le rencontrer. Youssouf Tata Cissé était officier de l'Ordre national du Mali. Il reposera demain au cimetière du Sang, d'où il est originaire. Youssouf Tata Cissé est décédé à Paris. La communauté malienne et le monde de la recherche lui ont rendu un dernier hommage. Nous retrouvons Makanfi Konaté. Combatif et dévoué, Youssouf Tata Cissé avait une volonté inébranlable de transmettre son savoir. C'est avec beaucoup de tristesse que la communauté malienne et le monde de la recherche lui ont rendu un dernier hommage. Nous avons perdu il n'y a pas longtemps Nelson Mandela, nous venons de perdre Youssouf Tata Cissé. Maintenant le monde va devoir vivre sans Mandela, sans Youssouf Tata Cissé. C'est vraiment très très difficile. C'est une charge. Je me sens chargé d'une grande responsabilité parce que Youssouf est quelqu'un qui a énormément travaillé. Il a énormément pensé au Mali, qui était important pour lui. Pendant ses 40-50 années de travail, il a toujours porté ses recherches vers des choses propres à ce pays. Youssouf Tata Cissé qui nous a quittés reste présent dans nos cœurs et dans les œuvres qu'il a laissées. C'est pour ça que le 30 novembre dernier, on parlait au cours de la soirée du Mali de son œuvre autour du serment des chasseurs. À 78 ans, Youssouf Tata Cissé était auteur de plusieurs ouvrages, dont La Grande Geste du Mali et Sundiata, la gloire du Mali. Il laisse une veuve et 3 orphelins. Dès l'annonce de son décès, le président de la République a donné des instructions fermes pour le rapatriement diligent de la dépouille de l'illustre disparu. Eh oui, ainsi va la vie. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille en son sein. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste le temps de vous rappeler que les Maliens retourneront aux urnes demain, dimanche 15 décembre, pour le second tour des législatives. Le RTM vous proposera un plateau ou, si vous voulez, une soirée électorale qui fera le point de la journée. La soirée électorale mobilisera toute l'équipe de l'ERTM et elle commencera à 22h après le journal télévisé qui vous sera présenté par Ibrahima Djombele, et déjà à 14h vous avez rendez-vous avec Mohamed Touré. Excellente nuit à tous. Au revoir.